Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours sur la chaîne, je vous ai sorti une vidéo bilan de mon voyage en Colombie. Et comme vous le savez, juste après la Colombie, je suis allé au Pérou. Et donc aujourd'hui, c'est parti pour la vidéo bilan de mon voyage au Pérou. Avant de commencer, je vous fais une petite présentation rapide du pays. Le Pérou est donc un pays peuplé d'environ 33 millions d'habitants. La monnaie locale est le sol, la langue officielle l'espagnol et la durée de mon voyage sur place a été de 1 mois, 30 jours exactement. Cette vidéo va être structurée exactement comme le bilan du voyage en Colombie, donc avec plusieurs points que je vais aborder. Et on commence tout de suite avec le premier qui est le budget. Premier point de dépense, le billet d'avion. Alors moi je suis allé au Pérou depuis la Colombie. J'ai pris un vol Bogota-Lima avec la compagnie Viva Air et ça m'a coûté 200 € pour l'aller-retour. Et pour ce qui est des dépenses sur place, comme d'habitude, je n'ai pas le budget par catégorie. Je vous donne donc un budget global de tout ce que j'ai dépensé sur place. Et pour le Pérou, on est à 1463 €. Ce qui nous fait donc, avec le billet d'avion, un budget total de 1663 €. Deuxième point, je vais vous retracer mon voyage, vous donner tous les endroits par lesquels je suis passé et aussi rapidement mon ressenti. J'ai donc commencé par la capitale, Lima, une très grande ville très agitée, avec un très beau centre historique au niveau de l'architecture. J'ai visité la Plaza de Armas, donc le point central de la ville, et je me suis aussi beaucoup baladé aux alentours. Et j'ai aussi découvert le quartier de Miraflores, qui est connu comme étant le quartier des étrangers. Il y a vraiment une très grosse différence entre Miraflores et le centre historique. Miraflores, ça paraît beaucoup plus similaire à l'Europe ou aux États-Unis. Et ce quartier est situé sur la côte de l'océan Pacifique. Donc j'avais fait une belle balade, il y a des genres de falaises qui longent l'océan, donc plein de beaux points de vue. Après Lima, je suis parti en direction de Paracas, qui est une station balnéaire, donc toujours sur la côte de l'océan Pacifique. La ville même de Paracas n'a pas énormément d'intérêt, c'est vraiment très touristique, il y a une plage qui est tout le temps blindée, mais sur laquelle j'ai pu voir de très beaux couchers de soleil par contre. Ce qui est, je trouve, le plus intéressant, c'est la réserve nationale de Paracas, qui est un grand désert situé au bord de l'océan. Moi, je l'ai découvert en vélo, j'ai loué un vélo et j'ai traversé le désert. Et en fait, ce qui est vachement impressionnant, c'est que tu roules dans le désert pendant un petit moment et après tu arrives sur des plages. Et j'ai vraiment bien fait de faire ça à vélo, même si c'était pas toujours facile. Il y a des endroits où c'était vraiment sportif. Mais ça m'a permis de bien prendre mon temps pour apprécier l'endroit. Et aussi depuis Paracas, j'ai fait une excursion aux îles Ballestas, qui sont des petites îles rocheuses sur lesquelles on peut voir des lions de mer et des pingouins. Après ça, je suis parti en direction de Huacachina, qui est un tout petit village situé en plein milieu du désert. Alors déjà, le village est très sympa, en fait il est construit autour d'un petit lac. J'ai beaucoup aimé me balader à l'intérieur, alors c'est vraiment très petit, hein, on fait rapidement le tour, mais le cadre est incroyable puisque c'est entouré de grandes dunes de sable. Et dans ces dunes, je suis parti faire du buggy et du surf, parce que oui, là-bas il est possible de faire du surf sur les dunes de sable. J'ai beaucoup aimé me balader dans les dunes avec ce très gros buggy et de temps en temps on s'arrêtait pour faire une descente de surf dès qu'il y avait une grosse dune et on faisait les descentes à plat ventre, c'était vraiment cool. Ensuite direction Nazca, une ville connue pour les lignes de Nazca qui sont des formes qui ont été faites par une civilisation pré-inca il y a environ 2000 ans. Et l'activité principale à faire à Nazca, c'est de survoler ces fameuses lignes de Nazca avec un petit avion. Il y a toute une histoire autour de ces lignes et pas mal de théories. C'était vraiment très intéressant de passer par cette ville pour se plonger dans tout ça. Et survoler toutes les formes dans ce petit avion là, c'était vraiment super. Après sinon, la ville de Nazca en elle-même, j'ai pas trouvé qu'elle avait d'intérêt particulier. Étape suivante, la ville de Arequipa, dans laquelle j'ai pas eu beaucoup de chance au niveau de la météo, mais j'ai quand même pu découvrir son centre historique et notamment le couvent Santa Catalina qui a été construit entièrement avec de la roche volcanique. L'architecture est très belle, c'est très coloré, j'ai vraiment adoré le visiter.
Et je suis ensuite parti en direction de Cabana Condé, qui est un petit village au milieu des montagnes, ambiance très calme. Et c'est le point de départ des treks dans le canyon de Colca, qui est un des canyons les plus profonds au monde. J'ai fait une randonnée de 3 jours à l'intérieur et les paysages étaient de grande qualité. J'ai dormi dans des cabanes à l'intérieur du canyon et les 2 endroits où j'ai dormi, ça s'appelait Yawar et Sangaye et c'était 2 endroits incroyables. J'ai eu la chance d'y voir des condors aussi le premier jour. En plus, j'ai fait une partie de cette randonnée avec un chien que j'ai rencontré sur le chemin. C'est clairement devenu mon guide en fait. Voilà, un bon compagnon de route. Et après ça, direction Puno, une ville située au bord du lac Titicaca qui est connu comme étant le plus haut lac navigable au monde. Le centre historique était déjà sympa à découvrir et puis après j'ai fait une bonne balade justement au bord du lac Titicaca. Autour du port, il y a plein de spots qui offrent des points de vue sur le lac. Et je suis allé à un mirador aussi qui était vraiment super. On voyait toute la ville avec les montagnes et le lac. Et de là, je me suis rendu compte que c'était ouf en fait d'être à presque 4000 mètres d'altitude et d'avoir une ville aussi bétonnée. Et je suis allé sur l'île Takile qui est une des îles du lac Titicaca. Et là, on est sur une petite pépite de ce voyage. Vraiment, j'ai adoré cette île. Les habitants étaient tous habillés en tenue traditionnelle. Et l'île est assez vallonnée, donc ça permet d'avoir des bons points de vue sur l'immense lac Titicaca. Vraiment, ce lac, il est super grand. J'ai découvert cette île en compagnie de Lim, un Français qui était en voyage au Pérou que j'ai rencontré sur place. Et on a vraiment traversé l'île en long et en large. On y a passé 2 jours. Et on a tous les deux beaucoup aimé. Vraiment, les paysages étaient incroyables. Ensuite, direction Cusco, la capitale des Incas. Une très belle ville dans laquelle je me suis fait tatouer cette araignée qui est l'araignée des lignes de Nazca que j'avais vu quelques jours avant. Et sinon à Cusco, voilà, architecture coloniale très jolie. J'ai beaucoup aimé le quartier de San Blas dans lequel j'ai logé avec des façades de bâtiments bleues et blanches. Et j'ai même trouvé un petit mirador parce que San Blas c'est un quartier où ça monte beaucoup. Et en m'aventurant un peu en montant, je suis tombé par hasard sur un mirador avec une bonne vue sur toute la ville de Cusco. Après Cusco, direction Ollantaytambo, une petite ville entourée de montagnes. Le cadre est vraiment magnifique. Et dans cette ville, on trouve les ruines d'une forteresse inca que j'ai visitée. C'est vraiment un très grand site qui est très bien conservé. Et en plus, depuis le sommet des ruines, il y a un point de vue super sur la ville. Et dans cette ville se trouve une gare ferroviaire depuis laquelle j'ai pris un train pour rejoindre le village de Aguascalientes, aussi appelé Machu Picchu Pueblo. Alors déjà, le village en lui-même de Aguascalientes est plutôt agréable. J'y ai passé une seule journée, mais c'était cool. Déjà, c'est situé en plein cœur des montagnes, dans un très beau cadre. Et comme son nom l'indique, Aguascalientes, ça veut dire eau chaude. Il y a des sources thermales dans lesquelles je suis allé me détendre. Et bien sûr, depuis ce village, je me suis rendu au grand incontournable d'un voyage au Pérou, le très célèbre Machu Picchu. Moi, j'ai pris un ticket avec accès au Huayna Picchu, qui est une montagne située juste en face du Machu Picchu. J'y suis allé tôt le matin et ce qui est bien, c'est que en montant sur cette montagne, alors déjà, il faut savoir que c'est assez dur. Il y a des toutes petites marches et le chemin est très raide. Et depuis le sommet, on a une vue incroyable sur la cité du Machu Picchu et toutes les montagnes qui sont autour. Vraiment, c'était incroyable. À ce point de vue, quand j'y repense, c'était vraiment parfait. En plus, je suis tombé sur la journée idéale. Il faisait super beau. Et après ça, je suis donc redescendu pour visiter la cité du Machu Picchu, qui est donc une ancienne cité inca, un lieu chargé d'histoire et très beau que j'ai adoré découvrir. Après le Machu Picchu, je me suis rendu dans un petit village qui s'appelle Maras et depuis lequel sont accessibles les salineras de Maras qui sont des mines de sel. Alors c'est un lieu qui se visite très rapidement mais qui est vraiment très beau. Et là j'ai décidé un peu par hasard de rester dans ce village de Maras parce que il m'inspirait pas mal. Et j'ai bien fait, j'ai beaucoup aimé rester là-bas parce que déjà plein de magnifiques montagnes autour. Et des petites ruelles très calmes, c'est vraiment un très petit village, très authentique. Et en plus de ça, j'ai été accueilli par une dame très âgée, une habitante du village, chez qui j'ai passé la nuit. Et enfin, dernière étape de ce voyage, la ville de Huaraz. Alors la ville en elle-même
a pas énormément d'intérêt, mis à part un marché, le marché central, qui était très sympa à découvrir. Il y avait beaucoup de stands dans la rue, c'était assez bordélique, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et sinon, Wara, c'est le point de départ de nombreux treks à faire dans les montagnes alentours. J'ai pu voir là-bas 2 magnifiques lacs de montagne aux couleurs turquoise. Le premier, c'est sans doute le plus connu, le lac 69. C'est donc un petit lac turquoise, mais la couleur est vraiment incroyable, ça paraît faux tellement c'est beau. Et le deuxième, c'est donc le lac Paronne. Encore une fois, cette magnifique couleur turquoise. Celui-là est un peu plus grand. C'était 2 spots vraiment magnifiques, parfaits pour clôturer cette aventure. Voilà, je vous ai tout retracé. C'était un très beau voyage. Vraiment, le Pérou, en termes de paysage, c'est extrêmement varié. On passe d'un désert au bord de l'océan, au Machu Picchu et à des lacs turquoises en montagne. Le lac Titicaca entre-temps. Enfin, vous avez compris. Vraiment, il y a eu une palette assez ouf de paysages. J'ai trouvé ce pays vraiment magnifique. Et on passe donc au point suivant, les transports. Alors comme pour la Colombie, je vais vous lister tous les transports que j'ai utilisés pendant ce voyage et vous donner mon expérience pour chaque transport. Le premier, c'est le car, donc les gros cars que j'ai utilisés pour me déplacer entre les villes. Ça fonctionne à peu près comme en Colombie. Il y a des gros terminaux de bus dans les villes avec plusieurs compagnies différentes. La plus connue, c'est Cruz del Sur, c'est celle que j'ai le plus utilisée. C'était vraiment très pratique, j'ai trouvé, pour se déplacer au Pérou. Et ces gros cars étaient ultra confortable. Alors je vous ai dit pareil pour la Colombie, mais là au Pérou, je crois que c'était quand même un niveau au-dessus. Surtout avec cette compagnie, Cruz del Sur en particulier. Les sièges étaient super moelleux, super confortables et pouvaient s'incliner très bas. Au Pérou en plus, j'ai fait beaucoup de trajets de nuit, donc heureusement que c'était confortable. J'arrivais à dormir quelques heures. J'ai pas eu de problème avec la clim, comme au Pérou, je vous avais dit que il y avait la clim à fond toute la nuit pendant les trajets de nuit. Et c'était horrible, ça m'empêchait de dormir, il y avait de la musique aussi. Et ben là, au Pérou, non, c'était vraiment mieux, je trouvais. Mais bon, ça reste des nuits dans des bus, c'est pas des nuits où tu dors énormément non plus. Et en plus, les routes, des fois, c'est pas le top, quoi. Hein. Des fois, ça secoue beaucoup. Genre, tu t'endors, tu te dis, ouais, ça va le faire, je vais réussir à dormir. Et puis au bout d'un moment, tu te fais réveiller parce que ça secoue dans tous les sens, parce que l'état de la route est catastrophique. Et pour les trajets de jour, les trajets plus courts, c'est vraiment le top, hein, je trouve vraiment super confortable. Les bus sont propres, vraiment nickel. Avec la compagnie Cruz del Sur, hein, je dis bien, c'est celle que j'ai utilisée principalement. J'en ai utilisé une ou deux autres, je crois, mais je me rappelle plus des noms. Elles étaient très bien aussi, honnêtement, ça allait. Quand même un petit niveau en dessous, hein, ça se ressent. Mais il y a aussi une petite différence de prix, donc c'est normal. Alors pour le coup, en Colombie, je ne réservais pas les transports à l'avance sur Internet. Mais là, pour le Pérou, j'ai fait ça pendant quasiment tout le voyage, puisque c'est très fréquent que les bus soient complets. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé pour le premier trajet que j'ai voulu faire de Lima à Paracas. J'ai dû décaler mon départ de un jour parce que c'était complet en fait. Et donc directement à partir de ce moment-là, je me suis mis à toujours réserver sur Internet. Donc pour les trajets avec Cruz del Sur, le mieux c'est de réserver directement sur le site de la compagnie. Ils ont un site qui est très bien fait et où vous pouvez tout faire facilement. Et sinon, si vous voulez comparer les compagnies ou utiliser d'autres compagnies, je vous conseille d'utiliser Redbus. C'est un site où voilà, vous rentrez votre ville de départ, votre ville d'arrivée, la date et ça vous compare tous les trajets disponibles avec les différentes compagnies. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des avis sur les compagnies, c'est noté sur 5 étoiles. Il faut savoir qu'il y a des compagnies qui sont pas forcément recommandées, qui sont un peu à éviter. Et vous allez voir directement les compagnies qui ont 1 ou 2 étoiles. En général, c'est que c'est pas top. Moyen de transport suivant, les minibus. Alors, j'en ai pas utilisé énormément. Le seul que j'ai en tête, c'est celui pour aller à Maras. C'est donc plus utilisé pour relier les villages. C'est pas extrêmement confortable, mais c'est pour des courts trajets, donc ça fait l'affaire. Ouais, c'est ça, en fait, je les ai utilisés pour aller à Maras et après pour revenir à Cusco depuis Maras. En général, il y a des petits terminaux où tu peux les prendre. À Ollantaytambo, il y en avait un et après à Maras, sinon, ils étaient autour de la place principale. Pour ces minibus, il n'y a pas besoin de réservation. D'ailleurs, c'est pas possible. En fait, tu vas directement voir le chauffeur, tu lui demandes le prix
et c'est parti, tu montes dans le bus et le chauffeur attend qu'il y ait un minimum de personnes pour partir. Des fois, je pense, ça peut être un peu long, mais moi ça va, en tout cas, j'ai jamais attendu trop longtemps. Par contre, des fois, ils sont vraiment blindés, donc niveau confort, c'est pas forcément le top. Autre moyen de transport, les bus touristiques. Alors ça, c'est des bus qui sont, comme leur nom l'indique, réservés uniquement aux touristes. Ils sont plus chers que les bus normaux. Donc là, vous allez me dire, bah, ça sert à quoi de les prendre? Il n'y a que des touristes et c'est plus cher. Eh bien, en fait, c'est parfois très pratique pour rallier des destinations. Par exemple, quand je suis allé à Puno depuis Cabana Condé, eh bien, le seul moyen, c'était de prendre un bus touristique. Enfin, sinon, il fallait revenir à Arequipa et ensuite aller à Puno. Et en termes de trajet, c'était le double de temps. Et après, je l'ai utilisé aussi pour aller à Cabana Condé depuis Arequipa. Je suis parti en pleine nuit, le but c'était de voir des condors, mais j'ai pas réussi, hein, rappelez-vous dans la vidéo. Mais à la base, voilà, j'avais pris le bus touristique justement pour pouvoir partir à 3 h du matin et essayer de voir des condors. Enfin, il y a plein de choses qui vont être beaucoup plus simples à organiser et beaucoup plus simples à voir, et même parfois il va pas y avoir d'autres solutions que de prendre ces fameux bus touristiques. Ah si, aussi pour les 2 lacs turquoises à la fin, à Huaraz, eh ben, j'ai aussi pris des bus touristiques. C'était en gros voilà, des genres d'excursions groupées, mais où une fois arrivé sur place, tu faisais ta randonnée tout seul et tu étais en autonomie. Et là, pour le coup, à Huaraz, c'était vraiment beaucoup plus simple d'aller voir ces lacs en passant par les bus touristiques. Après, c'est vrai que je trouve ça un peu chiant de ne pas voyager avec les mêmes moyens de transport que les locaux, de payer plus cher alors que bon, au final, c'est le même trajet. Mais voilà, parfois c'est plus pratique. Alors c'est soit des minibus comme j'ai pu avoir à Huaraz ou pour aller à Cabana Condé. Donc minibus assez confortable, en tout cas plus que les minibus que j'ai pris à Maras par exemple. Mais c'est pas non plus le grand confort. Et par contre pour le trajet de Cabana Condé à Puno, là c'était un plus grand bus très confortable. Et aussi, ces bus-là, ils font souvent des arrêts à mi-chemin pour que tu puisses profiter d'un spot, faire une photo ou quoi. Comme c'est des bus qui sont faits pour les touristes, et ben forcément, ils font des arrêts à des endroits que les bus locaux ne feraient pas. À Huaraz, par exemple, on a fait des arrêts quand j'allais voir les lacs. On faisait des arrêts sur le chemin à d'autres petits lacs qui étaient sur la route. Et pareil pour aller à Puno, on a fait des arrêts pour voir les montagnes, pour pouvoir faire des photos. Enfin, on s'arrêtait de temps en temps, voilà, 5 minutes. Moyen de transport suivant, le Metropolitano. Alors là, on passe au moyen de transport des villes, enfin au moyen de transport de Lima, hein, puisque le Metropolitano, c'est que à Lima. Et ça fonctionne exactement comme le Transmilenio de Bogota, dont je vous ai parlé dans la vidéo bilan sur mon voyage en Colombie. Il s'agit donc d'un réseau de grands bus qui ont des voies privées, donc ça te permet de te déplacer assez rapidement à Lima puisque tu évites tout le trafic. Il faut acheter une carte de transport pour l'utiliser, donc cette carte tu peux l'acheter à l'entrée des stations Metropolitano très facilement et après tu la recharges et tu la passes au portique à chaque fois avant de rentrer dans une station. Et j'ai trouvé ça assez pratique, honnêtement la ville est bien desservie avec le Metropolitano. Et c'est très simple de se déplacer à Lima. Ensuite, on a le taxi que j'ai pas mal utilisé au Pérou puisqu'il est, comme en Colombie, très bon marché. J'ai la plupart du temps utilisé les applications Cabify et Uber puisque, comme je vous l'avais dit, j'utilise principalement des applications quand je veux prendre des taxis à l'étranger. Ça évite de perdre du temps à négocier le prix. Alors j'ai utilisé ces applications principalement à Lima puisque dans la plupart des villages et des petites villes, elles ne sont pas disponibles, donc tu es obligé de prendre des taxis à la volée dans la rue comme ça et de négocier. Mais j'ai trouvé que c'était pas très compliqué de négocier justement au Pérou. Franchement, bon, au début on t'annonce toujours un prix un peu plus élevé, mais une fois que tu connais à peu près les prix, tu peux facilement faire baisser et avoir un prix raisonnable. Et c'est bien sûr très intéressant quand tu voyages à plusieurs, quand tu es plusieurs à partager le taxi, puisque forcément tu divises le prix de la course. Tout seul, bon, j'allais pas prendre des taxis à chaque fois non plus parce que ça peut vite revenir cher, mais si tu commences à être 2, 3 ou 4 personnes, là ça devient vraiment intéressant. Autre moyen de transport, le train. Alors le train au Pérou, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des trains, c'est des trains que seuls les touristes peuvent se payer, comme le train qui va au Machu Picchu. Sinon je sais qu'il y a d'autres lignes de train, mais je
crois que c'est des trains assez luxueux, très chers. Le train pour le Machu Picchu, en fait, c'est très cher parce que c'est la seule solution pour se rendre facilement au Machu Picchu. Il y a une autre solution, c'est d'y aller à pied en suivant les rails du train. Mais du coup, ça prend plusieurs heures. Alors qu'en train, je vous l'ai dit, depuis Ollantaytambo pour aller au village du Machu Picchu, ça prend 1h30. Et ça coûte quasiment 50 € pour l'aller simple. Alors moi, j'étais hors saison, donc j'ai payé 50 € l'aller-retour. Il y avait des réductions au mois de mars. Mais sinon, en pleine saison, voilà, attendez-vous à payer autour de 100 € l'aller-retour. Ça fait cher. Honnêtement, je trouve que c'est cher pour un trajet d'1h30. Moi, franchement, j'ai pris le train parce qu'il y avait la réduction et donc 50 € aller-retour, je trouvais que ça allait. Mais si ça avait été 100 € aller-retour, je pense que je serais parti sur la solution longer les rails à pied. Et ce trajet, du coup, Ollantaytambo, Machu Picchu, on peut le faire avec 2 compagnies différentes. Il y a Inca-Rail et Peru-Rail. Moi, j'ai fait ça avec Peru-Rail. Et pour ce qui est de la qualité des trains, vraiment, ils sont nickel, hein, très confortables, très propres, avec des grandes vitres pour apprécier le paysage qui est très beau. Seul truc chiant, moi, quand j'ai fait ce trajet, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il fallait mettre 2 masques et une visière de protection. C'est les règles vis-à-vis du Covid. C'était super chiant. Honnêtement, cette visière-là, avoir un masque et par-dessus une visière comme ça, là, c'était vraiment chiant. Heureusement que c'était un trajet court. Autre moyen de transport, le bateau que j'ai pris une seule fois, enfin 2 fois, hein, l'aller-retour pour aller de Puno jusqu'à l'île Takile. C'était un bateau assez gros, le trajet durait 3 heures et c'était très bien, très confortable. Surtout le retour, j'ai fait l'aller à l'intérieur, assis sur un siège à l'intérieur et le retour je l'ai fait sur le toit du bateau. En plus il faisait très beau et c'était magnifique, le trajet était magnifique pendant 3 heures. Que des magnifiques paysages et naviguer sur ce lac Titicaca, c'était une très belle expérience. Voilà pour ce qui est des transports. On passe au point suivant, la nourriture. Et j'ai beaucoup aimé la nourriture péruvienne. J'ai goûté pas mal de plats différents et vraiment la cuisine péruvienne, ça a été une belle surprise. J'ai mangé plusieurs fois des ceviches de poisson qui étaient incroyables. Donc poisson cru, oignon cru, du piment, un peu de citron par-dessus et servi avec de la patate douce. Un autre plat que j'aimais bien aussi, c'est le lomo saltado que j'ai beaucoup mangé, surtout sur la fin du voyage. Donc un plat à base de bœuf et d'oignons. Et une autre belle découverte que j'ai faite, c'est la viande d'alpaga que j'ai mangée aussi à plusieurs reprises. Une viande qui est très consommée au Pérou. Ça ressemble un peu à la viande de bœuf et j'ai mangé ça sous plusieurs formes. J'ai vraiment aimé. Sinon, comme pour la Colombie, on retrouve pas mal de restaurants qui proposent des menus du jour pour 3 € environ, avec en général une entrée, un plat et une boisson. Alors après, j'ai mangé pas mal de fois du poulet frites. Vraiment, il y a beaucoup de restaurants spécialisés dans le poulet où j'allais souvent parce que ça coûte vraiment que dalle, hein. Tu peux manger pour 2-3 €. Poulet frites, voilà, très simple, efficace. Mais bon, faut pas manger ça à tous les repas non plus, sinon ça devient vite lassant. Et j'ai goûté un plat traditionnel aussi assez particulier, le cochon d'Inde, le couille chactado, je crois que ça se dit comme ça, le nom du plat. Donc couille, ça veut dire cochon d'Inde et chactado, c'est la façon dont c'était préparé. En fait, tu as vraiment un cochon d'Inde entier qui est frit entièrement dans ton assiette, donc avec la tête et tout. C'est assez particulier. Mais j'ai trouvé ça bon. Honnêtement, ça ressemble un peu à la viande de lapin et j'ai trouvé ça intéressant à goûter. Pas mal de découvertes culinaires, la nourriture au Pérou, vraiment j'ai trouvé ça bon. Point suivant, les Péruviens. Comment sont les Péruviens? Est-ce que je les ai trouvés accueillants? Comment j'ai ressenti l'atmosphère? Eh bien, j'ai beaucoup aimé les Péruviens. Franchement, je les ai trouvés très gentils. Je dirais quand même, en comparaison, je suis obligé de comparer un peu avec la Colombie, puisque j'ai fait les 2 pays à la suite. J'ai trouvé les Péruviens un petit peu plus réservés, je dirais, un peu moins à vite venir te parler, quoi. Et aussi, bon ça je pense que ça s'explique parce que le Pérou est un pays extrêmement touristique, peut-être le plus touristique d'Amérique du Sud. J'ai trouvé que tu étais souvent, un peu trop souvent, jugé comme un touriste. Enfin, je sais pas comment dire, forcément que tu es jugé comme un touriste quand tu es étranger, mais au Pérou c'était plus compliqué d'avoir des vrais échanges entre guillemets, où tu casses un peu la barrière du touriste et où tu discutes vraiment
avec quelqu'un qui est intéressé et tout. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, c'est assez compliqué à expliquer. Mais en gros, voilà, les Péruviens ont bien compris comment fonctionne le tourisme pour la plupart. Et du coup, parfois, tu as un peu l'impression qu'on vient te parler juste parce qu'on sait que tu es un touriste, que tu as de l'argent comparé au coût de la vie sur place. Chose qui ne m'est pas vraiment arrivée en Colombie, quoi, par exemple. Donc forcément, j'ai fait la comparaison des deux. Et au Pérou, c'est vrai que ça se passe plus souvent comme ça. Mais pas toujours. J'ai fait également de très belles rencontres au Pérou et j'ai eu pas mal de bons petits échanges avec les locaux. J'ai toujours été très bien accueilli dans les logements et dans les restaurants. En plus, je venais de terminer un voyage d'un mois environ en Colombie. Donc mon niveau d'espagnol était mieux qu'en arrivant en Colombie. Même si j'ai trouvé que les Péruviens parlaient mieux anglais que les Colombiens, j'ai pu avoir pas mal d'échanges en espagnol. Bon, mon niveau d'espagnol n'est pas non plus parfait, n'est pas incroyable. Mais à ce moment-là, au Pérou, quand je suis arrivé au Pérou après la Colombie, je commençais à être pas mal. Donc ça m'a permis de bien échanger avec les Péruviens. Et puis en plus, vu qu'ils parlent un peu anglais, mixer un peu espagnol-anglais, voilà, j'avais pas trop de soucis pour communiquer. Enfin voilà, pas mal de bonnes rencontres et globalement, j'ai trouvé les Péruviens très accueillants, très gentils, même si c'est parfois un petit peu dur de briser cette barrière de touriste, on va dire. Et pour finir, on passe au dernier point, la sécurité. Est-ce qu'on se sent en sécurité au Pérou? Eh bien, je dirais que oui. Honnêtement, on se sent en sécurité au Pérou. Comparaison avec la Colombie encore, hein, désolé, mais je suis obligé de comparer les deux à chaque fois. Je me suis senti quand même plus en sécurité au Pérou qu'en Colombie. Alors pour ce qui est de Lima, la capitale, règle d'or, comme à Bogota, comme à Medellín, comme dans les grandes villes en Colombie, on prend le taxi dès qu'il fait nuit pour rentrer. On ne marche pas tout seul la nuit à pied. Enfin, dans le centre Plaza de Armas, je pense que ça va, c'est assez sécurisé, il y a beaucoup de policiers. Mais dès que tu sors du centre la nuit, vraiment, il faut prendre le taxi. Moi, j'ai pas eu de problème, honnêtement, j'ai trouvé que ça allait. Mais je sais que si tu t'écartes un peu trop, il faut pas aller n'importe où, pas s'aventurer n'importe où non plus, parce que il y a des endroits qui peuvent être un peu craignos. C'est vraiment Lima en particulier où tu vois que ouais, c'est une très grande ville et enfin, en te renseignant, tu sais qu'il faut faire attention, pas pareil que partout, pas exposer tes objets de valeur et être un peu sur tes gardes. Et sinon, le quartier de Miraflores, il est connu comme étant le quartier le plus sécurisé de Lima. Et là-bas, de jour comme de nuit, en principe, aucun problème. Mais voilà, tu restes dans une capitale, donc il faut toujours faire attention. Et sinon, tout le reste du voyage, hein, que ce soit dans les villages ou dans les autres villes que j'ai faites, à Puno ou à Arequipa, j'ai trouvé ça vraiment tranquille, quoi. Il n'y a aucun moment où je me suis dit que ça pouvait être chaud, aucun moment où je me suis senti en insécurité. Comparé à la Colombie, par exemple, où j'ai eu quelques situations un peu limites ou quelques situations où je me disais oulala, il faut que je fasse attention. Et au Pérou, pas du tout. Vraiment, de tout le voyage, ça s'est très bien passé à ce niveau. Alors pour les petites villes et les villages, vraiment aucun problème niveau sécurité. Après, je sais que Arequipa et Puno, peut-être que voilà, il faut faire un peu plus attention. Quand j'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai vu que voilà, dans ces deux villes, il fallait faire un peu plus gaffe parce qu'il y avait des endroits, des quartiers où c'était pas conseillé de se balader, quoi. Mais moi, personnellement, de mon expérience, même dans ces deux villes, je me suis senti très en sécurité. Et voilà, je vous ai tout dit, c'est la fin de ce bilan. Ce voyage au Pérou a été de grande qualité, hein, j'ai beaucoup aimé. C'est un pays qui a beaucoup à offrir de par sa culture, hein, avec toute la culture Inca dans la vallée sacrée des Incas. Donc c'est la vallée dans laquelle se trouve le Machu Picchu. J'ai visité voilà, les ruines d'Ollantaytambo, Cusco, c'est la capitale des Incas. Il y a le Machu Picchu, hein, bien sûr. Il y a vraiment toute cette culture Inca qui est très intéressante à découvrir. En plus de ça, il y a des paysages de grande qualité, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des paysages très variés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre, comme d'habitude, un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je vous le dis, c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, je vous dis pas quand ça arrive, mais ça arrive bientôt, très bientôt même.
Donc à très vite.